traite de tomate, mais qui est assise sur la violence et la terreur des services. Les services ont nettoyé tous les oligarques. Vous vous souvenez de ces oligarques? Vous savez peut-être, ces oligarques qui s'appelaient Berezovski, Brzezinski. Berezovski, vous savez, il est mort à Londres, il s'est pendu dans sa salle de bain. Il prétendait faire et défaire les présidents, et c'était lui qui était derrière Yeltsin. Rodorowski, qui était le type qui voulait vendre le pétrole russe aux Américains, qui s'est fait arrêter, qui a passé 10 ans en tôle. Les services ont véritablement pris la place des oligarques, et tout ce qu'il y a de valeur en Russie appartient en fait au clan de Saint-Pétersbourg, dont tous les enfants sont mariés ensemble. C'est ça qu'il faut voir. Vous êtes face à... Je veux dire, Netflix n'aurait pas osé imaginer, tellement on aurait dit, c'est invraisemblable, on a dit au scénariste, arrête la cocaïne, c'est invraisemblable, arrête de boire du whisky, c'est invraisemblable, etc. Et c'est ça le truc. Et donc, un des crimes ils sont très nombreux, mais un des crimes de Poutine, c'est aussi par la prédation exercée par l'ensemble de ce clan. Il faut savoir que la Russie a vécu sur les rentes de ses ressources, le pétrole, le gaz, et puis plusieurs minerais très rares, mais que la Russie n'a jamais dépassé, sous Poutine, le PIB de l'Espagne, c'est-à-dire le produit national brut de l'Espagne. Chaque année, ces 10 dernières années, la Russie arrivait à peine à ce résultat-là, avec un creusement des inégalités extrêmement profonde. Donc, l'amour de Poutine même pour la Russie elle-même, non, la Russie a été une prédation terrible. Et puis, juste pour dire un mot de plus là-dessus, évidemment, la propagande de Poutine, le tsar qui va défendre l'homme blanc, le christianisme, la famille, etc. Enfin, il faut être quand même le roi des nigauds ou la reine des ligotes pour avaler un bois pareil. Ça ne tient pas debout. Vous êtes face à un empire du meurtre, de la répression, du mépris de la personne humaine et du mépris même du christianisme. Pour la petite histoire, la Douma a voté une loi, il y a 4 religions nationales en Russie, l'orthodoxie, le christianisme russe, l'orthodoxie, l'islam russe, le judaïsme russe, le bouddhisme russe. Ces religions ont tous les droits, tous les autres groupes religieux sont considérés comme des infiltrations sectaires étrangères. Et Poutine traite les musulmans de Russie, qui sont une quinzaine, peut-être une vingtaine de millions, aussi bien que les orthodoxes. Et c'est peut-être tant mieux pour les musulmans de Russie. Je veux dire, je ne suis pas en train... Je veux dire, le côté sauveur de l'Occident chrétien, traditionnel, etc., arrêtez. Je veux dire, Poutine a ordonné des meurtres à les mains couvertes de sang et n'en a rien à faire de la morale. Il n'en a rien à faire de l'Occident et vous considère tous d'ailleurs comme des dégénérés. N'est-ce pas? Des dégénérés manipulables. Ça a été ça tout le sens de sa propagande. Il voit l'Europe comme un ventre mou de déliquescence. Et dernier point, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, vous voyez que de toute façon, si vous entretenez encore ces illusions sur le personnage Poutine, sachez que de toute façon, il vous traitera demain comme il traite aujourd'hui les Ukrainiens, et que vos bons sentiments à son égard ne vaudront pour lui que l'expression de votre faiblesse qui vous condamnera aux pires tortures. Vous êtes averti en tout cas. Hein, alors simplement, comme vous êtes d'accord un peu sur tout, sur la présentation de Poutine, pour ne pas rester dans un autre manichéisme, je vais vous poser 2 ou 3 questions qu'aurait pu vous poser quelqu'un qui ne serait pas tout à fait d'accord avec vous. Vous avez parlé de l'autoroute vers la démocratie et le progrès de la Russie et la chute du mur de Berlin. Ça ne s'est pas produit comme ça. Alors il y a quand même eu peut-être des responsabilités de la part du capitalisme international vis-à-vis de la Russie.
Alors, Il s'est senti humilié et dépossédé. alors, toute la question de l'humiliation, vous savez, on entend ça tout le temps, je me sens humilié. Je croise un type dans la rue, je le regarde, il me fout une baffe et il me dit ton regard m'a humilié. Bon, c'est un vieux truc. Oh, toujours prendre la position de la victime. Nous avons été humiliés. Alors là, je crois qu'il faut être très clair. L'humiliation, elle est le fait de l'URSS elle-même. Je veux dire, quand l'URSS s'est effondrée en 1991, il n'y avait pas de guerre, il y avait cette guerre froide, mais qui était en phase finale. Simplement, je vais être un peu grossier, mais la Russie s'est chiée sur elle-même après 74 ans de communisme. Il fallait aller à Moscou, quand j'y suis allé en 92 pour la première fois, pour voir l'état du pays. C'était véritablement un désastre économique d'abord, à cause de l'idéologie communiste. On ne veut pas de propriété privée, très bien, ok. Bon, alors on fait une économie planifiée, administrée, qui ne fonctionne pas. À Moscou en 1992, les gens avaient le plus grand mal à se nourrir. Moi j'allais aux archives, à la cantine des archives, le personnel des archives, pour se nourrir, il avait droit à une espèce de mortadelle. Je n'oserais même pas appeler ça un saucisson, moi qui tue un cochon chaque année à la campagne, mais c'était vraiment épouvantable. Et la personne qui découpait la rondelle de saucisson la pesait. Vous payez ce qui était pesé, le nombre de grammes. Moi j'achetais ça, j'avais des dollars, mais je voyais les collègues russes qui eux étaient à la cantine avec une petite tasse de thé, c'est-à-dire de l'eau chaude, et puis un petit sucre qui se mettait là, et puis ils n'avaient rien à bouffer. J'ai quand même, avec 2 ou 3 collègues français, on avait un peu d'argent à cause on était en mission, on allait voir le directeur, Cyril Anderson, un historien remarquable, on dit écoutez, il faut faire quelque chose, on vous donne 500 $ et mettez quelque chose dans la cantine, parce que nous, on a honte d'aller à la cantine avec des collègues qui n'ont rien à manger. Enfin, c'était complètement ahurissant. Donc voilà, et ça c'est quand même la base. Si vous voulez aller vers la démocratie, il faut quand même une certaine prospérité. Il faut qu'il y ait un espoir. Le problème, c'est que très rapidement, on a vu que cet espoir basculait complètement. Moi, j'étais à Moscou, 92, 93, 94. 92, les avenues de Moscou étaient quasiment vides, pas de voitures, rien, etc. Bon. 94, des embouteillages gigantesques, des limousines partout, des types en police, des oligarques incroyables qui s'emparaient de toutes les richesses, ça vient d'être dit. Il y a eu une prédation extraordinaire. Quand on sait à quel point la Russie est riche de gaz, de pétrole, de charbon, de fer, de tout ce qu'il faut pour faire une immense industrie, un immense pays, etc. Tout cet argent, il est parti où? Il n'est pas parti dans la production, il est parti dans les poches de ces messieurs-dames. Et puis, ce qui est plus grave, c'est que, bien sûr, il y a notre faiblesse à nous occidentaux, notre naïveté, etc., mais il y a surtout la corruption. Parce que c'est cette mafia qui s'est emparée du pouvoir, elle a commencé à corrompre, elle a corrompu, bien entendu, en Russie, elle a écrasé les petits noyaux de démocrates qu'il y avait, par exemple, l'association mémoriale, des historiens qui voulaient faire cette histoire de la terreur, etc. Et puis il y a la corruption vers l'extérieur. Quand vous vous souvenez, il faut parler aussi franchement, là, Monsieur Poutine et sa bande ont très bien compris que le gaz pouvait être un moyen d'action extraordinaire par rapport aux Occidentaux, et aux Européens en particulier, en passant par les Allemands. Bon. Ils ont vendu du gaz pas cher aux Allemands, en voyant très bien qu'à terme, ce serait un moyen de chantage extraordinaire, et qu'il suffirait de couper le gaz pour que les Allemands disent « aïe, aïe, aïe ». Bon, mais pour faire ça, il a fallu corrompre. Qui a signé l'accord du gazoduc Nord Stream 1 qui privait les Ukrainiens des droits de passage du gaz, etc. Monsieur Schröder, le chancelier Schröder. Et à peine avait-il fait ça, qu'est-il arrivé? Il a été propulsé au conseil d'administration de Gazprom, Gazprom, c'est la force de frappe de Poutine, personnellement, il contrôle tout, pour la modique somme de, très peu, 1 million € par an, une misère. Pour Poutine, une misère. Pour un homme politique occidental, quelque chose qui est quand même considérable. Et ça dure depuis 20 ans, ça ne choque personne. Alors maintenant les Allemands se réveillent. Le président Scholz a dit, quelques jours,
le chancelier, pardon, quelques jours après l'attaque de M. Poutine, hein, Scholz dit une phrase très courte. Hein, notre politique vis-à-vis de la Russie, depuis 20 ans, est un fiasco total. Fermez le banc. Non mais d'accord, c'est gentil, simplement le fiasco total qui nous met tous dans le potage. Hein. Donc là, il y a quand même des problèmes. Ce problème de corruption, il est, je crois, très important. Vous avez peut-être vu, il y a un mois à peu près, un documentaire très intéressant sur Gazprom à la télévision. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait des choses vraiment très intéressantes parce que là, c'était les acteurs eux-mêmes qui étaient interviewés, hein, les acteurs des grandes entreprises allemandes, BASF, etc., toutes les grandes entreprises énergétiques. Ah, mais c'est formidable, on est bien reçus. Et c'est là qu'on voit l'habileté extraordinaire et la formation. Parce que M. Poutine, il a suivi une formation très précise, y compris pour apprendre l'allemand, avec une professeure d'allemand spécifique pour lui. Et il parle parfaitement l'allemand. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, M. Poutine, à partir d'un certain moment, il est allé voir M. Schröder. Quand M. Schröder n'était plus chancelier, il dit, mon pauvre Gerhard, quand je pense que mon père et ton père se sont battus pendant des années, en 1941, 42, 43. Mais c'est fini ça, on va s'embrasser, hein, c'est formidable, on se réconcilie, c'est magnifique. L'autre imbécile, entre la corde sentimentale et puis la corde passe-moi le pognon, bon, ça a bien marché, très bien marché. Et ça a marché pour beaucoup de responsables de l'industrie allemande et aussi pour un certain nombre de responsables sociodémocrates finlandais et suédois que M. Schröder a mis dans la boucle. Sur l'humiliation, c'est assez simple. Poutine, qui était donc un acteur surdimensionné en tant qu'héritier de l'Union soviétique en raison du siège au Conseil de sécurité de l'ONU et en raison de l'arsenal nucléaire, mais qui était un nain en raison de l'état de la Russie, de son PIB, etc., a véritablement consacré tout son budget au lieu de redresser la situation sociale des Russes au réarmement. Et la vérité, c'est qu'il a marqué des points complètement étonnants sur l'échiquier planétaire, totalement étonnants. Il a été fort de nos faiblesses, on l'a laissé faire. Vas-y, il a consacré le fait que la Russie a avalé la Transnistrie, cette région qui est très importante, qui est entre la Moldavie et l'Ukraine, et où il y a des statues de Lénine par tous les coins de rue encore. On l'a laissé avaler la moitié de la Géorgie, l'Ossétie, il a annexé. On lui a laissé annexer la Crimée. On lui a laissé incendier le Donbass. C'est lui qui a gagné la guerre de Syrie et qui a maintenu Bachar el-Assad au pouvoir. Il est partie prenante des batailles qu'il y a en Libye entre le pouvoir militaire et le pouvoir religieux, pour simplifier les choses. Les Américains lui ont abandonné le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Il est le seul qui pouvait parler à la fois aux Israéliens, aux Libanais, aux Égyptiens, aux Saoudiens, aux Iraniens. Il s'est mis en tête de nous foutre dehors d'Afrique occidentale, d'Afrique de l'Ouest. Il y réussit plutôt bien. Le Mali, le Burkina Faso. Enfin, il marquait des points incroyables. En raison, encore une fois, de nos faiblesses. Et du fait aussi que l'Amérique, à un moment, préférait le voir comme une sorte de gendarme régional, au moins au Moyen-Orient, etc. L'Amérique se précipitant vers le Pacifique pour affronter le nouveau rival chinois. Donc la vérité, c'est que, voilà, le jour où il envahit l'Ukraine, il renverse l'échiquier. On ne peut plus tolérer ça. C'est-à-dire que jusque-là, il a poussé toutes ses chances. Des humiliés comme lui, on va dire, il n'y en a pas beaucoup quand même au musée de l'humiliation. Il n'y a pas sa photo dans le dictionnaire à l'humiliation. Hein. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que non, ce n'est pas vrai. Ou plutôt oui, c'est vrai. Londres, Berlin, Paris avaient décrété que l'Ukraine n'entrerait jamais dans l'OTAN, que l'Ukraine pourrait être associée à l'Europe comme un marché, pas plus. Je veux dire, et que de ce point de vue-là, on avait imposé ça à Washington parce qu'on savait que c'était un casus belli. Tout l'argumentaire de Poutine est totalement faux. Alors, rapidement, ces argumentaires, ça a été
légitime défense, on veut m'encercler et m'étrangler. Je ne sais pas où il est allé chercher ça. En tout cas, c'est pas même si on avait absorbé, même si on avait mis des missiles de l'OTAN sur toute la frontière ukraino-russe, ça n'aurait rien changé au fait que des missiles, il y en a partout qui visent la Russie, en Turquie, dans les pays baltes, dans les pays scandinaves, donc, et que lui-même il nous vise de toute façon. Donc c'était pas un déséquilibre des forces. Ensuite, deuxièmement, raison humanitaire, je dois aller sauver les populations russophones et orthodoxes du Donbass, de l'Est de l'Ukraine, qui sont sujettes à un génocide de la part des nazis, LGBT, drogués, qui règnent à Kiev. Bon, c'était vraiment pas le cas. Et ces populations du Donbass, comme elles ont subi les agents de Poutine et les milices de Poutine depuis 2014, elles ne veulent plus de ce règne de l'arbitraire et elles préféraient envoyer le chemin de Kiev vers l'Europe. Ensuite, il a dit, non, c'est la réédition de la Grande Guerre patriotique, tu vois. On va dénazifier l'Ukraine. Et comme ça ne suffisait pas, il a dit, on va désukrainiser l'Ukraine. Et comme ça ne suffisait pas, il dit, je mène une guerre contre l'Occident, menteur, corrupteur, etc. Alors c'est vrai que l'Amérique n'a pas été formidable très souvent dans ses motifs de guerre, ne serait-ce que la guerre d'Irak, bien sûr, etc. Et c'est vrai que sa plainte résonne à bas bruit dans l'hémisphère sud. Oui, elle résonne, sa plainte résonne. Elle résonne, bien sûr, parce que c'est une véritable question. Mais enfin, très sincèrement, déléguer les problèmes que le camp occidental, les problèmes moraux que le camp occidental les délégués à Poutine pour être notre coach éthique, très sincèrement, je pense que les peuples de l'hémisphère sud ont mieux à trouver, tu vois. Je veux bien qu'on discute de tout ça. Ensuite, bon, soyons sérieux, ceux qui utilisent le plus la rhétorique de Poutine, en dehors de quelques intellectuels formidables, ce sont des potentats, des tyrans. On ne veut pas trop regarder non plus leur situation éthique. Et leur empressement à nous faire la morale d'un coup est un peu surprenante, parce qu'on aimerait qu'ils y pensent un peu plus pour leur propre peuple plus souvent. Voilà. Mais cela dit, une fois qu'on a dit ça, je voudrais juste conclure là-dessus, parce que j'ai des amis qui connaissent déjà cette blague que j'ai trouvée et qui me fait plaisir, parce que vous savez qu'en France, on a des complotistes, n'est-ce pas, comme partout, et puis on a des complotistes pro-russes, parce que certains même sont parfois payés par le Kremlin, parfois même sans le savoir, enfin, etc. Et donc, peut-être qu'il y en a dans cette salle, et je les salue amicalement, pas payés par la Russie, mais complotistes, et qui se disent, on a quand même des torts, on l'a poussé à bout, on aurait pu éviter tout ça, après tout, il était plutôt sympa, il n'était pas inutile, il contrebalançait l'Amérique, enfin tout ça. Il tousse, mais il n'a pas encore été empoisonné par... C'est ce que je me disais. Alors, juste c'est pour dire, le sujet est le suivant, méditez-le. Si on considère qu'avant l'invasion de l'Ukraine apparaissait un pays, c'est vrai, au sort un peu indécis, et que c'est aujourd'hui une nation solidaire en armes. Si vous jugez qu'avant l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky apparaissait pour un acteur devenu un peu accidentellement président, et qu'aujourd'hui il apparaît comme Churchill. Si vous jugez qu'avant l'invasion par Vladimir Poutine de l'Ukraine, l'OTAN a été déclarée en coma dépassé, et que désormais les pays scandinaves et la Finlande tapent à la porte de l'OTAN. Si vous considérez qu'avant l'invasion de l'Ukraine, l'Europe s'interdisait la guerre, elle était fondée sur le rail de la paix immaculée, qu'aujourd'hui elle est dans un effort de guerre parce qu'elle fournit des armes aux Ukrainiens et que le tabou est élevé. Si vous considérez que l'Allemagne était interdite de réarmer depuis 1945, elle réarme, même si elle réarme américain, mais un couteau dans le dos pour ce qui est de la défense européenne. Si vous considérez que l'Amérique était dans le Pacifique face à son rival chinois, et que l'Amérique est de retour et nous refait un plan Marshall, qu'on se chauffe au pétrole américain, au gaz américain, qu'on est dollarisé en quelque sorte, que l'euro se retrouve dollarisé. Quand vous regardez tout ça, si vous êtes censé, vous n'avez qu'une conclusion à apporter, c'est qu'il y a une top de la CIA au Kremlin, et que cette top s'appelle Vladimir Poutine. C'est sur ce bon mot que nous allons terminer, mesdames et messieurs. Nous avons
Nous avons, je crois, répondu en tout cas à la question posée par ce débat. Qu'est-ce que la guerre d'Ukraine nous dit